Parce qu'il faut pas baisser la garde, il faut rester toujours vigilant et continuer à travailler. Alors, l'Académie de la langue amazigh, ses membres désignés, elle est mise en place depuis la Constitution de 2016. La transcription de la langue amazigh, un long processus selon vous aujourd'hui qui doit être entamé. Est-ce qu'on a aussi de repères sur lesquels on pourrait aller vers la transcription de la langue? La transcription de la langue amazigh date d'un siècle. Elle date de bien avant Boulifa, elle date de Ben Sdirang, elle date de beaucoup d'autres encore. C'est depuis un siècle que le tamazigh est transcrit et que des textes tamazigh sont transcrits. Donc ce n'est pas tout à fait récent. Des règles ont été établies, il y a une édition très riche, une variété. Et ça se fait dans ce qu'on appelle les caractères internationaux, ce qu'entre guillemets on pourrait appeler par le caractère latin. Maintenant, personnellement, je ne suis pas fermé au caractère tifina, c'est avec plaisir. Le problème, c'est que le caractère tifina comporte quand même certains vices de forme, disons, qui pourraient le rendre inapte à une grande production, à une production scientifique. On ne peut pas faire de majuscule avec le tifina. Il n'y a pas de ponctuation avec le tifina. Mais ça reste beau. Donc, pourquoi pas le tifina pour les frontons, pour le côté visuel, mais pour la recherche, pour le travail. Parce que pour moi, et pour les personnes qui sont dans mon cas, le tamazigh n'est pas seulement un objet d'étude, ce n'est pas seulement un objet d'étude. C'est pour travailler avec tamazigh. J'ai des amis qui, Rabia Boualem par exemple, Farid Rabia vient de rééditer pour la 3e fois un ouvrage de mathématiques en tamazigh. Il y a des ouvrages en électronique en tamazigh. Donc ce n'est pas seulement un objet d'étude. Quant à l'expérience tifina, on voit ce qui s'est passé au Maroc. De grands investissements du royaume marocain, du royaume chérifi, a investi dans le tifina. Leurs écrivains ont écrit en tifina. J'en connais, je salue Brahim Lasli, je salue tous mes amis marocains qui ont écrit en tifina des dizaines de romans et qui se mettent à partir de 2010-2011 à réécrire le roman avec le caractère latin. Mais est-ce que par rapport à l'installation de l'Académie aujourd'hui, avec bien sûr ces membres qui sont désignés, laisser les académiciens, les scientifiques et les chercheurs travailler loin de toute pression politicienne, celles qui revendiquent le caractère peut-être latin, ceux qui revendiquent le caractère arabe ou ceux qui revendiquent un peu le caractère tifina ou berbère? Oui, les académiciens doivent travailler. Mais en toute objectivité. En toute objectivité. Mais pour éviter les erreurs qui se sont faites, par exemple, avec le Maroc. Oui, très bien, mais aussi on ne va pas demander aux poètes de s'arrêter de produire. On ne va pas demander aux poètes, aux rêveurs, aux hommes de théâtre de s'arrêter de produire. Mais ils produisent encore. Ils produisent Vous encore. le faites aussi. Et l'Académie ne pourra pas venir demain instituer des lois et dire voilà, maintenant il faut écrire comme ça ou comme ça. Si ça va dans le bon objectif, si ça va dans pour faire fleurir cette culture, pour faire fleurir cette langue, oui, mais sinon, enfin, on est optimiste, restons optimistes, mais il ne faut pas croire que ceux qui font vivre réellement la langue, ce sont les poètes, ce sont les écrivains, ce sont les créateurs. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses aujourd'hui. Certains vous disent, monsieur Lasseb, on découvre beaucoup de choses avec vous ce matin, mais quelle est un peu la caractéristique pratiquement du tifina s'il devait être adopté comme moyen de transcription de la langue amazigh? Le tifina n'a pas été suffisamment aménagé. C'est ça le problème. Nous, j'ai été au sud, j'ai été à Tamarasset et à Janet et à Ilizi et on a consulté les Touaregs sur le tifina. Il n'a pas été suffisamment aménagé, il n'est pas suffisamment aménagé. Et malgré l'aménagement qui s'est produit au Maroc, avec des institutions, l'IRCAM par exemple, ont aménagé le tifina. Aujourd'hui, on trouve que la plupart des créateurs, les poètes amazigh marocains, les créateurs, sont revenus au caractère latin. Donc c'est une leçon, c'est que de temps perdu. Faudrait-il qu'on refasse les mêmes expériences? Enfin, ça reste mon avis. J'ai vu au sud que en ce qui concerne le caractère tifina, des fois, d'une famille à l'autre, d'une tribu à l'autre, le même caractère n'a pas la même signification. Et nos amis Touaregs sont vraiment chevillés au caractère tifina.
chaque tribu, chaque village insiste sur ces caractères-là. Et il n'y a pas eu de travail de normalisation pour les caractères tifina. Nous l'attendons, si l'Académie le fait, eh ben avec plaisir. Mais sinon, Tamazight avance très bien avec les caractères latins. Je ne vois pas pourquoi ce serait urgent de trancher cette question-là. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Alors, quel serait selon vous aujourd'hui déjà, dans un premier temps, le rôle de l'Académie de Tamazight? Est-ce qu'il faudrait aussi conserver tout ce patrimoine culturel à travers toute la diversité, sa diversité à travers toutes les régions du pays? Puisque vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons un patrimoine très important. Il faudrait d'abord commencer à le conserver pour le transmettre aux générations futures. La conservation de ce patrimoine, la transmission de ce patrimoine, donc l'écriture de ce patrimoine. Et pas seulement l'écriture, mais la numérisation de ce patrimoine devient très urgente. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, actuellement les gens sont connectés à Internet. Et même à la maison, nos enfants sont face à des écrans Internet. Et si nous voulons être présents dans le futur, il faut être présent sur le net. Il faut être présent au numérique. Donc, à mon sens, à mon avis, la priorité des priorités pour l'Académie serait de numériser ce qui existe déjà. Alors, le rôle de la femme pour la conservation de Yenaïr, cette fête ancestrale. Ah, si ce n'était pas la femme, on ne serait pas là tous. Donc déjà, hein, et puis et la femme a toujours été la gardienne des valeurs, la gardienne de la maison, la vestale qui a fait que le feu ne s'est pas éteint. Les vestales, c'était les adoratrices du dieu Vesta, de la déesse Vesta, qui adorait le feu. C'est très ancien, c'est grec. C'est dans la mythologie grecque, mais les femmes berbères ont veillé à ce que la flamme ne s'éteigne pas. C'est grâce à elles que nous parlons encore berbère, c'est grâce à elles que Yenaïr existe, c'est grâce à elles que nous existons. Alors, il y a aussi cette question qui est soulevée, c'est Yenaïr et l'adversité, dans le sens où vous avez certaines parties, notamment certains qui disent que cette fête est une fête chrétienne et que les Algériens ne devraient pas la fêter. Quel est votre commentaire, justement? Le christianisme est venu des siècles après. Le christianisme, le judaïsme, tout ça sont venus après. Yenaïr a assisté à la naissance du Christ. Et il l'a vu mourir. Et Yenaïr a assisté à la naissance de beaucoup de religions antérieures au Christ et postérieures au Christ et qui existent déjà ou qui ont disparu. Yenaïr perdure. Et il perdurera jusqu'à la fin des temps. Donc Yenaïr n'a rien à voir avec le christianisme, ni avec aucune autre religion. C'est un rituel de socialisation. Et nous devons nous en rendre compte parce que nous avons besoin d'un socle commun de socialisation qui n'a pas de portée idéologique, raciste, qui a seulement une portée humaine et qui va même au-delà, puisque dans Yenaïr nous trouvons des rites qui protègent la fourmi de la maison. C'est extraordinaire. Mais quand vous parlez un peu de portée idéologique et raciste, comment réagir face à ceux qui tentent d'instrumentaliser la Mazière pour diviser les Algériens? Instrumentaliser la Mazière pour diviser l'Algérien, c'est aussi, je dirais, on ne doit pas le faire. Pourquoi diviser quelque chose qui est uni? Pourquoi je ne vois pas l'utilité de la chose, ni ça. Et puis je n'en connais pas de ces gens-là. Instrumentaliser Yenaïr, moi je n'en ai pas encore rencontré de militants sincères, vrais, de Tamazight, qui vont instrumentaliser Yenaïr pour diviser, alors que Yenaïr est un facteur commun. On ne divise pas un facteur commun. Ça serait vraiment... Je n'en connais pas. Parmi toutes mes connaissances, je ne vois pas de militants sincères qui vont aller diviser un facteur commun. Ça n'existe pas, c'est un non-sens. Alors, Monsieur Lasseb, chaque langue au monde obéit à des règles et grammaires et de syntaxe. Est-ce que la Mazière contient tout ça? La Mazière contient tout ça et même plus. La Mazière contient tout ça grâce aux travaux des anciens, grâce aux travaux notamment de Mamri, de Mouloud de Mamri. Mouloud de Mamri a ajouté... Vous avez traduit justement son livre. Oui, Le sommeil du juste, Winnie Bouirzen. Et
Et c'est un travail colossal qu'a fait Mamri et que d'autres continuent. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement ce qu'a laissé Mouloud Mamri qui existe actuellement. D'autres ont continué le chemin. D'autres chercheurs, d'autres militants, d'autres linguistes, grammairiens ont continué le chemin. Ce qui fait de Tamazight aujourd'hui peut-être l'une des langues les mieux appropriées au XXIe siècle. Alors le tatouage aussi, c'est un symbole un peu de la mazérité puisqu'il existe avant même qu'il ne soit aujourd'hui totalement démocratisé dans les pays occidentaux. Moi, ma grand-mère, elle en portait au niveau du poignet. Est-ce que c'est un symbole? C'est un symbole. Un jour, un ami tunisien justement a fait un documentaire sur ça, Yazid, et il parlait à un vieux, il lui disait « Et toi, tu es mazir ?» Il lui dit « Peut-être je ne parle pas la mazir, mais regarde, c'est dans ma peau. » Il lui montre un tatouage avec le grand Azaï, le grand Z là, avec le grand Zaï, il lui dit « Regarde, c'est tatoué dans ma peau. » Et donc c'est une façon aussi de perdurer, de faire en sorte que ce patrimoine ne se perde pas. Il a été inscrit aussi dans la peau de nos femmes. Et il n'existe bien avant qu'il ne soit démocratisé dans les pays occidentaux aujourd'hui. Nous sommes aussi inventeurs du tatouage qui fait ravage en Occident actuellement. Voilà, et c'est toujours un bien pour nous. Nous sommes du 21e siècle, du 22e et du 23e. Alors vous me disiez tout à l'heure que la mazérité, ce n'est pas seulement le nord du pays ou le nord de l'Afrique, c'est aussi sa prolongement vers les pharaons, c'est-à-dire en Égypte. Mais bien sûr, il y a eu 9 siècles de pharaons berbères. La plupart des pyramides ont été construites par les berbères. Et la frontière de la Berbérie, c'est le Nil. Et Chechner, qui était un pharaon, était constructeur de pyramides. Mais ça, personne ne nous le dit. Le mot Ahram lui-même ne veut rien dire dans aucune autre langue, sauf en tamazight, qui veut dire construction. D'où Ahram. Ahram, c'est la ville, une construction, un bâti. Et toutes ces choses-là, il y avait comme une volonté de nous les cacher pour nous rendre un peu moins fiers de nous, moins fiers de notre histoire. On doit nous se les réapproprier. C'est le moment de se les réapproprier, c'est le moment d'en être fier pour que notre jeunesse en soit fière, pour qu'elle ne se jette plus dans la mer. Monsieur Djamel Lassem, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, même si vous êtes levé très tôt à 4h du matin pour venir de Tizi Ouzou jusqu'à la chaîne 3. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Bon week-end, merci. Merci. L'invité de la rédaction vous a été proposé par